Bonjour et bienvenue dans ce deuxième vlog. Aujourd'hui nous allons donc parler de LinkedIn, de comment être une marque. Également nous verrons comment mettre en place une démarche de vente à domicile pour votre entreprise. Et enfin nous aborderons le sujet que j'ai abordé hier dans mon précédent article, c'est-à-dire le prix n'est pas le seul mobile d'achat et donc on va parler un peu de ça aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite avec LinkedIn. C'est une nouvelle qui m'a particulièrement réjoui personnellement parce que donc LinkedIn va héberger pour les pages d'entreprise des vidéos de manière native sur leur site, donc des vidéos promotionnelles. Et c'est une grande nouvelle. Ça va un peu dans la continuité de ce que je disais la semaine dernière dans le blog et sur le blog également. C'est donc YouTube qui se met aux stories, etc. Il y a beaucoup donc de bonnes nouvelles pour les community managers actuellement. Et moi, j'aime bien ça parce que c'est bon pour les community managers, mais c'est également bon pour les jeunes entreprises. Alors, LinkedIn va utiliser ce genre de vidéos et ce nouveau type de plateforme euh, pour permettre aux entreprises de communiquer plus efficacement. Pour les jeunes entreprises, c'est une bonne nouvelle parce que tout simplement, ça va vous permettre donc de toucher encore plus une nouvelle audience, etc., que vous pouviez toucher déjà auparavant. Mais là, ça va vous simplifier quand même pas mal la tâche. Comme j'ai dit, la vidéo, c'est toujours un bon outil de communication, c'est un bon outil pour se présenter l'entreprise, inspirer la confiance également. Ça, on y reviendra un peu plus tard, j'en parle dans un autre article, donc on va aborder ce sujet plutôt en fin de vidéo. Mais voilà. C'est quelque chose qui est vraiment très important pour les jeunes entreprises, notamment parce que sur LinkedIn la communication n'est pas la même que sur YouTube ou sur Facebook ou sur Twitter. Sur LinkedIn on est dans une communication professionnelle, d'accord, donc il y a toujours l'idée de réseau comme sur Facebook. Néanmoins on va avoir ici droit à quelque chose d'un peu mieux et qui va permettre de pousser un peu plus ce que vous allez pouvoir montrer à vos clients, montrer à vos fournisseurs, etc. Et montrer surtout à vos salariés. Communiquer, c'est important, autant vers l'extérieur que vers l'intérieur d'une entreprise. Et LinkedIn, avec cette nouvelle plateforme, cette nouvelle fonctionnalité pour les pages entreprises, va permettre donc aux entreprises, les jeunes comme les moins jeunes, mais surtout les jeunes entreprises, de se faire connaître davantage, puisque la vidéo est le média le plus intéressant en termes de communication. C'est celui qui permet de faire le plus de vues, c'est celui qui est le plus regardé tout simplement. Vous pouvez publier régulièrement des articles sur LinkedIn ou des nouveautés, des actualités de votre entreprise, etc. Les gens peuvent passer à côté. Une vidéo, au moins déjà visuellement sur le site, ça va être mis en avant. Et ensuite, eh bien, les gens n'ont pas forcément le temps de lire, ou s'ils lisent, ils peuvent lire vite et ne pas comprendre ce qu'ils lisent. Alors qu'avec une vidéo, eh bien, les gens sont plus posés, plus à l'écoute. Hein. La voix, c'est le premier moyen de communication, bien avant l'écriture. Par conséquent, vous toucherez plus de monde avec une vidéo, et notamment plutôt une jeune audience. Et ça va vous permettre donc de présenter votre entreprise, comme j'ai dit, et de le faire bien. Bien sûr, pour les jeunes entreprises, donc je conclurai là-dessus rapidement, même si c'est une formidable opportunité, il faut rester prudent puisque ce ne sera disponible que pour les pages d'entreprise. En général, ces pages sont payantes, donc quand on est une jeune entreprise, on n'a pas forcément beaucoup d'argent à dépenser là-dedans. Comme pour YouTube, il faut voir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas trop vous permettre de passer à côté. Alors bien sûr, si vous ne mettez pas dès le premier jour, c'est pas grave. Hein. Simplement, ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que peu importe si vous vous mettez un jour ou non sur ces vidéos, de manière quotidienne, hebdomadaire, peu importe, il faut quand même que vous puissiez essayer au moins une fois, voir ce que ça donne. C'est très important.
ça montrera que vous êtes toujours à l'écoute des actualités, ça montrera que vous êtes actif sur tous vos réseaux sociaux. Cela montrera que vous êtes présent sur tous les réseaux sociaux et pas seulement ceux qui sont les plus fréquentés, comme Facebook, Twitter, etc., mais aussi sur vos réseaux professionnels. C'est important. Et c'est important aussi pour une autre raison, c'est que ça va vous permettre de faire de la veille concurrentielle. Donc regardez ce que vos concurrents font, même ceux qui ont plus de moyens que vous. Ça va vous permettre de voir ce qu'ils font, comment ils présentent leur entreprise, etc. Et vous de vous calquer dessus sans faire une copie carbone, hein, attention. On n'est pas là pour faire exactement la même chose que le concurrent, on est là pour se démarquer. Mais voilà, il faut déjà savoir ce que fait le concurrent avant de pouvoir se démarquer, et ça va être un formidable outil pour vous de faire de la veille à peu de frais sur les réseaux sociaux, et donc ici sur LinkedIn. Et donc je le répète, mais c'est vraiment une formidable opportunité, il faut aller voir, il faut tester, il faut voir ce que ça donne. J'ai très hâte de voir les prochaines vidéos d'entreprise via ce média. Ça va permettre de bien communiquer, d'avancer beaucoup et d'avancer dans le bon sens surtout. Alors aujourd'hui, ce que je voulais aborder avec vous, c'est quelque chose que j'ai remarqué assez souvent ces derniers temps sur les réseaux sociaux notamment, c'est que tout le monde parle des mêmes actualités, tout le monde fait la même chose. Dès qu'il y a un article de blog sur n'importe quel sujet, vous allez en voir des dizaines apparaître juste après. Alors il y a une raison à ça, c'est que évidemment ça permet de profiter de l'engouement que suscite une actualité et donc de générer des vues, de générer des clics, etc. Voilà, pour les entreprises c'est à peu près pareil. Quand vous avez une entreprise qui fait quelque chose, tout de suite les entreprises concurrentes vont faire la même chose. Et quand on est une jeune entreprise, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, je pense, honnêtement. Ce qu'il y a de mieux à faire pour une entreprise qui veut générer du client, puisque c'est bien ça dont on parle, c'est être une marque. Être une marque, ça permet qu'on vous remarque. C'est un peu bête à dire, et ça fait un peu slogan, mais c'est important d'avoir ça à l'esprit. Alors concrètement, comment on fait pour être une marque? Mais tout simplement, déjà, il faut avoir une image dans la tête du consommateur. Il faut que vous ayez une image, il faut que vous existiez dans la tête du consommateur. Donc ça passe par plusieurs points. Notamment le premier point, c'est avoir l'état d'esprit d'être une marque. Être une marque, ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain, c'est vraiment un état d'esprit. Et chaque décision que vous prenez doit être prise dans le fait que vous voulez avoir une bonne image dans la tête du consommateur, que vous voulez être donc présent dans la tête du consommateur et avoir une image positive. C'est avoir une image et c'est se rappeler surtout que vous êtes là pour faire du business. Par conséquent, vous devez être partout à la fois et de la même manière. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être d'une façon sur Twitter et d'une autre façon sur Facebook, sous peine d'envoyer un message tout simplement contradictoire à vos prospects, à vos clients, qui serait donc mal perçu. On ne saurait pas quoi penser votre entreprise, et ça n'inspire pas la confiance aux clients. Par conséquent, il faut avoir donc, comme pour une charte graphique, vous allez utiliser les mêmes tonalités de couleurs, simplement. Donc, ce que vous publiez sur Facebook, vous allez publier sur Twitter, etc. Il faut que vous soyez partout pareil. Ça, c'est très important. Et ensuite, c'est se fixer des objectifs qui soient donc raisonnables ou non, ça, on s'en moque. Simplement, vous fixez des objectifs et vous dire je veux avoir cette image-là pour pouvoir faire ça. Par exemple, je veux avoir une image de professionnel, c'est tout bête, hein. Je veux avoir une image de professionnel pour pouvoir être une entreprise internationale et envoyer mes produits dans le monde entier. Par conséquent, toutes les décisions que vous allez devoir prendre vont être prises en ce sens. Bien sûr, comme j'ai dit, il n'y a pas le feu. C'est-à-dire que si vous dites dans 4 ans, je veux être à tel point et que vous mettez 6 ans pour arriver à ce point-là, ce n'est pas grave, vous y êtes arrivé quand même. Il faut garder le positif, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours continuer, jusqu'à ce que ça marche. Et ça marchera si vous suivez correctement mes conseils que je vais vous donner là tout de suite. Ça marchera tout simplement parce que
vous aurez une bonne image dans la tête des gens, vous saurez ce que vous êtes, vos clients sauront ce que vous êtes, et par conséquent, vos produits les toucheront plus personnellement, déjà d'une part, et d'autre part, vos produits auront une bonne image également dans la tête du client. Si vous avez une bonne image de marque, vous avez une bonne image produit. Vous pouvez avoir une bonne image produit et une mauvaise image de marque, et vice versa. L'essentiel c'est d'avoir les deux qui aillent dans le même sens, et donc par conséquent il faut suivre ces quelques conseils que je vais vous donner là tout de suite. Donc le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'avoir une identité visuelle forte, tout simplement parce que une marque, une image de marque se travaille au travers des personnes qui travaillent pour cette marque. Vous voulez avoir une image jeune et décontractée comme Steve Jobs avait avec Apple, ayez cette image-là, hein, vous voyez le col roulé, le jean et basket, ça donnait à Apple, du temps de Steve Jobs, une image de marque qui était cool, jeune, décontracte. Vous voyez, vous voulez être un professionnel, mettez un costume et une cravate. Le deuxième conseil que je voulais vous donner, c'est d'être présent partout à la fois, donc sur les réseaux sociaux, puisque c'est là où vous aurez la plus grosse audience, on est d'accord. Être présent sur tous les réseaux sociaux, c'est très important, puisque vous allez publier le même type de contenu sur chaque réseau social. Par conséquent, vous aurez donc une continuité dans l'image que vous voulez donner, dans l'image de marque que vous voulez avoir, et ça va rassurer vos clients qui vont dire ok, cette personne elle est sérieuse, ce qu'elle fait d'un côté elle dit pas le contraire de l'autre, elle est très très attentive à ce qu'elle dit, etc. Vous allez donc pouvoir avoir vous constituer une base comme ça de clients sur internet, et ça va être très important pour vos développements futurs. La deuxième chose à laquelle il faut penser quand on est sur Facebook, Twitter, etc., c'est que ce sont des réseaux sociaux conversationnels. Alors ils ne le sont pas tous de la même manière, hein, c'est plus facile d'engager la conversation sur Twitter par exemple que sur Facebook. Néanmoins, ce que ça va vous permettre de faire, c'est tout simplement de contacter des gens qui ont une audience que vous voulez toucher, etc., de parler avec eux, de leur dire voilà, je suis une entreprise, vous avez l'air de toucher un panel de gens que moi j'aimerais faire venir chez moi. Par conséquent, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Est-ce qu'on peut faire en sorte que vous fassiez la publicité pour moi et moi je vous remercie après, etc. Enfin, voilà. Alors, l'influence marketing, ça a ses limites. Hein. J'ai un article de blog à ce sujet, je vous invite à aller le consulter, parce que je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui. Mais c'est toujours bien de prendre ça en compte, de mettre ça dans l'équation, puisque avoir une image de marque, c'est aussi se faire recommander par des gens qui ne sont pas de votre entreprise. C'est se faire recommander par des gens qui a priori ne vous connaissent pas, mais bon, ils vont avoir de la sympathie pour vous, etc. Et donc, ils vont toucher mieux les personnes, vos prospects, vos clients, que vous ne pourriez le faire vous directement. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit ici. Donc voilà, sur les réseaux sociaux, il faut être présent partout, il faut bien communiquer, il faut engager la conversation et avec les clients et avec les influenceurs, voir ce que vous pouvez faire, etc. pour toucher un maximum de personnes. Et cela va dans le sens de votre image de marque. Le troisième et dernier conseil que je vais vous donner à ce sujet, c'est qu'il faut se fixer des objectifs, donc savoir dans 2, 4, 6, 8 ans ce que vous allez devenir. C'est très important, tout simplement pour montrer que vous êtes parti de ce point-là avec une idée en tête et que vous avez réussi. Ça c'est très positif pour votre image de marque et les gens vont vous remarquer encore davantage. Votre objectif que vous allez vous fixer doit être SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. D'où l'idée de dire qu'est-ce que je fais dans 2 ans, dans 4 ans, dans 6 ans, etc. Alors, il doit être spécifique, c'est-à-dire qu'il faut vous concentrer sur un seul domaine. Il ne faut pas vous éparpiller partout. Vous voulez être une entreprise internationale, concentrez-vous là-dessus. D'accord ? Ensuite, il doit être mesurable, c'est-à-dire comment je vérifie que je suis une entreprise internationale ? Eh bien, tout simplement, je vends à l'étranger. D'accord ? Ensuite, il doit être réaliste. Bon, vous pouvez être peut-être une toute petite entreprise et quand même vous dire je vais être à l'international, ça peut être un objectif réaliste. Tout dépend de vous. Là, je n'ai pas trop de points de comparaison à vous donner puisque chaque cas est spécifique. Enfin bon, dites-vous que si vous vendez
que dans votre ville, vous ne serez pas tout de suite une entreprise internationale. Voilà, il faut juste être clair avec ça et ne pas en vouloir trop tout de suite. Il faut procéder par étapes, tout simplement. Ensuite, donc, il doit être atteignable, c'est-à-dire que vous devez pouvoir le faire. Donc atteignable et réaliste, ça se rejoint. Et temporel, donc il faut vous fixer une limite de temps. Ce que j'ai dit tout à l'heure reste vrai là maintenant tout de suite, malgré le fait que vous devez utiliser donc, cette méthode SMART pour fixer vos objectifs et donc être sûr de les atteindre, l'échec reste envisageable. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que au final, ça ne va pas impacter votre image de marque. Non, puisque vous n'allez pas dire à vos clients tout go, voilà, dans 5 ans, on va vendre à l'étranger. Vous ne dites pas ça, surtout pas. C'est quelque chose que vous pouvez dire à vos collaborateurs, dire voilà, dans 5 ans, je veux qu'on puisse vendre à l'étranger. Mais si on met 6 ans ou 7 ans, peu importe, ce n'est pas grave, on l'aura fait quand même. Ce ne sera pas un échec à proprement parler, ce sera une réussite différée. D'accord? Il n'y a pas d'échec quand on est en entreprise. C'est quelque chose que vous avez dû voir peut-être 1000 fois sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 100 façons qui ne fonctionnaient pas. D'accord? Donc, voilà, vous pouvez 100 fois dire on va être une entreprise internationale, ça va pas marcher, et la 101e fois ça va marcher. Il faut donc garder toujours les mêmes objectifs sur le long terme. Il faut toujours faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait pour justement atteindre cet objectif et avoir une image de marque positive. Et une fois que vous aurez atteint votre objectif, même si vous avez dépassé de 1, 2 ans, 3 ans, peu importe, vous dites à vos clients, voilà, aujourd'hui on a fait notre première commande à l'export. On a vendu à l'export. On a vendu dans notre pays. Enfin, voilà. Dites-le à vos clients se diront, cette personne, c'est vrai que depuis le début, on sentait qu'elle voulait partir à l'international. Aujourd'hui, elle l'a fait, c'est génial pour elle, je suis très content pour elle. Et donc du coup, vous allez avoir une image de marque encore plus positive que celle que vous aviez avant, en appliquant les conseils que je viens de vous donner. Ces conseils sont minimes, vous pouvez vous dire que c'est peut-être pas suffisant, mais l'expérience fera que vous verrez que finalement, la base, c'est ça. La base, c'est ces 3 conseils, c'est-à-dire l'image, ça commence par vous, il faut être présent partout, et il faut se fixer des objectifs qui sont smart. Mais voilà, le but d'un objectif, ça va être atteint. Peu importe combien de temps ça prend. Voilà, gardez ça à l'esprit. Donc, 3e article, concrètement, que j'ai publié avant-hier, c'est comment mettre en place la vente à domicile et comment faire que ce soit une réussite pour vous. Alors, la vente à domicile, il faut savoir que c'est un marché très porteur dans le secteur de la vente, c'est-à-dire que vous avez des dizaines d'entreprises qui font que de la vente à domicile. Vous avez également plein d'entreprises qui réussissent grâce à la vente à domicile. Alors, vous connaissez probablement Tupperware, Stanum, Sauf Paris, Thermomix, etc. Ça, c'est des entreprises qui sont implantées depuis très longtemps en France, mais néanmoins qui réussissent et qui vivent, qui continuent à vivre, qui continuent à innover, qui continuent donc à avoir du matériel pour aller plus loin. Et voilà, je pense que même quand on est une jeune entreprise, on peut faire ça. Alors, ça a plusieurs avantages pour les jeunes entreprises notamment. Le premier avantage par rapport à ça, c'est simplement que donc, votre personnel ne travaille pas vraiment pour vous, ils ont un statut particulier qui est celui de VDI, vendeur à domicile indépendant. Et donc la rémunération est normalement plus faible. C'est un autre avantage également, ça permet de pratiquer des prix plus élevés que la moyenne du marché, Tupperware, etc. Thermomix, c'est des produits qui coûtent très cher, on est d'accord, mais qui se vendent quand même. C'est un moyen de vente, c'est un canal de vente, un canal de distribution qui est vraiment très porteur, très important, et il faut au moins l'envisager, même si on ne le fait pas, même si on n'essaye pas. Il faut l'envisager.
Alors comment concrètement on met en place une vente à domicile? Ça repose sur 3 aspects, donc le personnel, le plan de marchéage et la rémunération. Le personnel, on va commencer tout de suite. Donc le personnel que vous allez recruter donc lors de vos ateliers, lors de vos réunions, et donc après, chaque personne que vous allez recruter va pouvoir à son tour recruter, etc. Et donc vous allez constituer une force de vente gigantesque. Pour prendre un exemple, moi j'habite en Franche-Comté. Tupperware en Franche-Comté, c'est 600 personnes. La Franche-Comté, ça représente peu ou prou 1 million d'habitants sur 4 départements. C'est donc pas énorme à l'échelle de la France, mais voilà, vous avez déjà 600 conseillers et conseillères Tupperware rien qu'en Franche-Comté. Et ça, c'est que pour Tupperware, hein. Vous avez encore plein d'autres enseignes, et je suis sûr que, enfin voilà, eux aussi ont beaucoup de conseillères, beaucoup de démonstrateurs. Donc, vous voyez, c'est très facile de recruter déjà. Ensuite, comme l'avantage de la vente à domicile, c'est de travailler comme on veut, comme on entend, ce sont des personnes qui sont motivées. Au début au moins. Après, sur le long terme, les gens peuvent perdre de motivation s'ils n'ont pas assez d'ateliers, s'ils n'arrivent pas à trouver de rendez-vous, etc. Donc là, il faut accompagner le personnel, il faut le former régulièrement en technique de vente. Et voilà, et il faut faire ça dans le bon sens, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire pour vos salariés, concrètement, la formation, l'accompagnement, etc., ça va leur permettre, eux, de vendre plus, et donc d'avoir une rémunération plus élevée, on va y revenir après. Mais vous, surtout, vous allez faire plus de ventes, vous allez faire plus de bénéfices, vous allez faire plus de chiffres, et donc vous allez croître extrêmement rapidement grâce à cette méthode. La vente à domicile, bon, c'est pas non plus la recette miracle, hein, on est d'accord. Mais c'est quelque chose qu'il faut envisager, comme j'ai dit, et ça peut être porteur très vite, ça peut permettre de développer son activité très vite. Donc en ce qui concerne le personnel, donc en général il est motivé, la motivation ça se conserve puisque quand vous allez donc démontrer à vos démonstrateurs les nouveaux produits, vous allez montrer les innovations que vous avez réalisées, etc. Ça va les conserver déjà à jour de vos produits, et ensuite ça va donc les motiver, les booster, dans le sens où tout simplement ils vont avoir de plus en plus confiance en la marque. Ça rejoint un peu ce que je disais justement sur l'image de marque, ça passe par le personnel et ça passe par vous, et donc du coup si vous formez bien votre personnel et ce régulièrement, ça va aller pour vous, tout va rouler pour vous. Voilà ce que je voulais dire. Donc voilà pour le personnel. En ce qui concerne maintenant le plan de marchéage, donc vous allez voir que la vente à domicile présente beaucoup d'avantages. Au niveau du prix, donc comme j'ai dit, les prix proposés sont supérieurs à la moyenne du marché, ce qui fait que votre marge est plus importante. Première chose. Deuxième chose, donc au niveau du produit, en général on vend des produits de qualité. D'accord. Voilà, Tupperware, ça c'est des produits qui durent très longtemps, Thermomix, pareil. Voilà, on vend de la qualité, on vend des produits qui sont chers peut-être, mais le prix est justifié par l'innovation technique, par la qualité du produit. Donc au niveau de la distribution, et ici il y a les facteurs de relation client, et d'une bonne relation client d'ailleurs, puisque c'est votre démonstrateur qui va aller faire la livraison à votre client. D'accord. Par conséquent, ce qui va se passer, c'est que quand on va livrer, on va aller prendre un petit café, on va discuter, on va dire voyez, bientôt on va avoir telle nouveauté, justement si le personnel est gardé à jour par rapport à ça, on va avoir telle nouveauté bientôt, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que ça pourrait intéresser une de vos connaissances, qui je pourrais contacter pour avoir un rendez-vous, etc. Ça va motiver d'autant plus votre employé que justement, s'il y a beaucoup de nouveautés, etc., il ou elle va pouvoir reprendre beaucoup d'ateliers et donc avoir une rémunération plus importante, et donc vous allez faire un chiffre vous plus important, vous allez dégager des marges plus importantes, etc. C'est un effet boule de neige. Tupperware, on n'en est plus simplement au bol en plastique qui ferme juste hermétiquement. Il y a eu énormément d'innovations, surtout ces derniers temps. Vous pouvez regarder n'importe quel catalogue,
d'un catalogue à l'autre, vous voyez des nouveautés, vous voyez des innovations. Donc voilà, ça va vous permettre de garder tout ça à jour et ça va vous permettre également de pouvoir générer du chiffre d'affaires et donc de la marge et donc du bénéfice et donc d'être pérenne, et c'est ce que veut une entreprise, on est d'accord. Et donc pour finir au niveau de la communication, alors vous voyez que la communication, bon, les grandes entreprises de vente à domicile, bon, elles sont sur internet, mais très très peu, elles fonctionnent beaucoup par rapport aux bouche à oreille. Le fait que les grandes marques de vente à domicile soient sur internet, mais se basent encore sur le bouche à oreille, pour moi c'est complètement une hérésie. Hein, vous me connaissez, les réseaux sociaux, j'en parle tout le temps, c'est très important pour une entreprise, surtout pour une jeune entreprise. Par conséquent, si vous décidez de vous lancer dans la vente à domicile, ce que je vous souhaite, c'est la première chose à faire, c'est être présent sur les réseaux sociaux et vous démarquer justement de ces entre guillemets vieilles marques qui sont pas si présentes que ça sur les réseaux sociaux et qui fonctionnent que par le bouche à oreille. Le meilleur moyen de faire du bouche à oreille aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. C'est tellement plus facile de retweeter, de partager une publication Facebook, de partager une vidéo, c'est tellement plus facile de faire ça que de prendre son téléphone et d'appeler son voisin et dire hey, vous avez vu, il y a une nouvelle marque, etc. Non. Enfin, je veux dire, pour moi c'est beaucoup plus facile, c'est un gain de temps énorme, et parce que vous allez toucher beaucoup de monde très vite, et vous n'avez pas besoin d'attendre que votre client le répète à 3 personnes, qui vont le répéter à 3 personnes, etc. Vous allez toucher beaucoup de monde très vite. Donc être présent sur les réseaux sociaux, c'est fondamental. Maintenant au niveau de la rémunération, les VDI sont rémunérés avec un pourcentage des ventes qu'ils réalisent. Voilà, ça varie entre 20 et 30% en fonction des marques, et c'est surtout en fonction de ce que vous allez apporter à votre collaborateur. Un VDI, il a besoin de papeterie, il a besoin de catalogue, il a besoin de bons de commande, il a besoin de sacs pour préparer les commandes, il a besoin de plein de choses. Et donc là, il y a 2 écoles. Soit comme Tupperware, vous dites c'est un outil de travail, je lui fournis gratuitement. Soit comme d'autres enseignes, comme Sauce Paris par exemple, ou Thermomix, vous dites c'est son outil de travail, mais moi ça me permet de réaliser peut-être un peu du bénéfice dessus. Par conséquent, ce qui va se passer, c'est que vous allez vendre ces produits. Alors bien sûr, la commission ne sera pas la même. Concrètement, voilà comment ça va se passer. Donc si vous donnez la papeterie, etc., vous allez donc réduire la commission, et si vous les vendez, vous allez augmenter la commission. D'accord ? Bien. Par rapport à ça, la commission. La commission, ça ne fait pas tout. Donc c'est un facteur de motivation, hein, comme on l'a dit, c'est très important de garder ses collaborateurs et ses VDI motivés, mais c'est surtout leur donner les moyens de travailler. Tupperware est un champion dans la matière, je trouve, parce que chez Tupperware, donc, si vous travaillez, on vous donne des cadeaux Tupperware et non Tupperware. C'est-à-dire qu'on va vous donner de quoi vous équiper, de quoi faire vos démonstrations, donc on va vous donner des Tupperware si vous travaillez, simplement, une semaine sur l'autre. Et également, on va vous convier à des challenges pour que vous puissiez gagner des produits qui ne soient pas Tupperware, parce qu'au bout d'un moment, Tupperware, vous en avez plein les placards. Hein. Mais voilà, on va vous faire gagner une tablette, on va vous faire gagner un voyage, etc. Ce genre de choses, c'est très important de savoir ça, de savoir comment ça se passe une vente à domicile, parce que, eh bien, tout simplement, le fait que vous puissiez donner donc de quoi travailler et de quoi motiver vos salariés, ça va les motiver de travailler plus, et donc c'est un effet boule de neige, comme j'ai dit. Ils travaillent plus, vous faites plus de chiffres, vous faites plus de marge, donc vous avez plus de bénéfices et vous êtes pérenne, et vous continuez comme ça pendant des années, des années, des années. Et sincèrement, je pense que c'est un canal de distribution en plein essor. Je pense que concrètement, même quand on est une jeune entreprise, on peut le faire. Hein, bien sûr, il faut évoluer avec le temps, vous donnerez peut-être moins de cadeaux au début, mais après plus, etc. Enfin, on peut le faire, on doit au moins l'envisager. Je dis pas qu'on doit le faire, je dis qu'on doit au moins l'envisager. Vous faites des économies
monstrueuse sur plusieurs choses, hein, les salaires, etc., les charges, compagnie. C'est une autre gestion de l'entreprise, mais ça vous permet, vous, de vous concentrer une grosse partie de la semaine en tout cas sur l'innovation, comment vous allez présenter des produits, comment vous allez faire un catalogue, etc. Ça vous permet de vous consacrer au marketing et de laisser la vente donc à d'autres personnes. Voilà. Donc la vente à domicile, il faut y penser, il faut au moins l'envisager, et si vous appliquez les conseils que je vous ai donnés là et que je vous donne sur mon blog en parallèle, normalement ça devrait bien se passer. Donc dernier article que je veux aborder avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement une étude du Credoc qui montre que le prix n'est pas le seul facteur qui va déclencher un achat, n'est plus le seul mobile d'achat. D'accord. Donc dans cette étude on voit que le prix joue quand même un rôle primordial, mais au même niveau que les garanties d'hygiène et de sécurité, et également donc la marque qui est très importante, et les labels. Donc ce sont les 4 points les plus importants pour le consommateur actuellement. C'est un avis que je partage, puisque de toute façon c'était une enquête très sérieuse réalisée. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Après, bien sûr, c'est un sondage, ce n'est pas une science exacte, mais au moins on a une bonne idée de ce qui pousse à l'achat actuellement les consommateurs. Et moi je trouve ça très intéressant à savoir, tout simplement parce que, vous voyez, le prix, vous verrez sur l'article, le prix et donc les garanties d'hygiène et de sécurité sont au même niveau. C'est deux choses qui poussent beaucoup à l'achat. Et c'est intéressant de savoir ça dans la mesure où, de nos jours, avec tous les discounters, avec la grande distribution qui se fait la guerre des prix, etc., on ne voit que ça, on ne voit que les prix bas, les prix bas, les prix bas, les prix bas, alors que ce n'est pas un argument de vente en soi. Tout le monde axe sur les prix bas et très peu sur la qualité, et très peu sur les labels, et très peu assis sur leur marque. Donc la marque, j'en ai beaucoup parlé juste avant, donc voilà, je ne vais pas revenir dessus, c'est très important évidemment. Donc en ce qui concerne le prix et l'hygiène, eh bien tout simplement, c'est deux choses que vous, en tant que jeune entrepreneur, vous ne pourrez pas forcément beaucoup maîtriser au début. Les produits de qualité coûtent cher, et donc bien sûr, s'ils coûtent cher, vous allez être obligé de les revendre cher, etc. Et donc du coup, vous allez peut-être perdre de la clientèle, ou en tout cas, vous ne pourrez pas tirer les prix vers le bas, ce qui est la tendance actuellement. Donc vous allez vous retrouver un petit peu coincé là-dedans, vous n'allez pas pouvoir tirer les prix vers le bas. Par conséquent, comment vous démarquez de la concurrence? Eh bien, il y a la marque, comme j'ai dit, je ne reviens pas dessus, et également il y a les labels. Ça, je vais un peu détailler là-dessus, parce que c'est très important de prendre ça en compte. Alors, les labels de qualité sont le label rouge, agriculture biologique par exemple, produit de l'année, etc. Et c'est quelque chose de très important. Tout simplement parce que ça va vous permettre, vous, dans votre unité commerciale, dans votre magasin, d'améliorer votre image. Donc ça va aussi dans ce sens là, d'améliorer votre image et de montrer que vous vendez des produits de qualité, et donc le prix s'en ressent nécessairement. Je vais vous expliquer comment ça marche, mais d'abord je vais vous raconter une petite histoire. Donc Walmart, qui est la chaîne de magasins la plus implantée aux États-Unis et la plus puissante aux États-Unis, avait une technique pour avoir une image prix très faible. Donc l'image prix, c'est l'image qu'ont les consommateurs sur les prix pratiqués par une enseigne. Walmart, tout simplement, faisait ces têtes de gondole, donc vous savez ce qu'il y a en bout de rayon, et sur ces têtes de gondole, donc, elle mettait un produit qui était vraiment très peu cher, moins cher que les concurrents, en avant. Et par conséquent, quand le client entrait dans le rayon, il voyait d'autres produits, mais il gardait l'image prix du produit qu'il avait vu en entrant. Ce qui se passe, c'est que ce produit-là d'appel avait vraiment un prix inférieur à la moyenne du marché et aux concurrents, mais le reste des produits dans le rayon pouvait être plus cher. D'accord? Mais le client conservait cette image-là, que tous les produits du rayon seraient peu chers.
Ce que je vous conseille de faire, c'est pareil, mais avec des labels. C'est-à-dire que dans votre unité commerciale, vous allez mettre en avant les produits que vous avez dans votre assortiment et qui ont un label. Ce sera un label de qualité. Donc ce ne sera pas forcément des produits qui sont pas très chers. Hein. Ce sera des produits qui seront de milieu haut de gamme, donc assez chers, quoi. Mettez ces produits en avant. Pourquoi c'est important? Parce que tout simplement, comme pour Walmart, votre consommateur il va voir ces produits, il va voir le label qui est en général assez en gros, après vous pouvez faire la signalétique aussi autour. Il va voir ce produit avec le label et il va se dire ce produit c'est de la qualité. Et comme il va entrer dans votre rayon après, il va avoir d'autres produits, il va dire puisque à l'entrée on m'a proposé de la qualité, pourquoi dans le rayon on ne me proposerait pas de la qualité? C'est une méthode, vous pouvez être d'accord, vous pouvez pas être d'accord, je vous invite à le dire dans les commentaires de la vidéo ou de l'article de blog, comme vous le souhaitez. Mais c'est une méthode qui va potentiellement bien marcher pour vous. Hein. Comme on l'a dit, l'image de marque, l'image de votre entreprise est très importante et donc l'image de vos produits aussi. Vous aurez une bonne image par rapport à vos produits si vous mettez en avant le fait que certains d'entre eux sont de qualité et que donc vous achetez de la qualité et que donc les produits qui ne sont pas labellisés sont quand même de la qualité. Le dernier point que je voudrais aborder sur cet article et donc sur ce sujet, c'est que vous devez être une marque qui inspire confiance. Donc avec toutes les méthodes qu'on a vues auparavant, mais également en évitant certains écueils. Je vais vous raconter une histoire, qui est une histoire vraie. Donc hier j'ai reçu un appel de Bouygues Télécom, je ne suis pas chez eux. Et donc la conseillère que j'ai eue au bout du téléphone, je la sentais vraiment, elle devait réaliser une vente si vous voulez, elle devait vraiment me faire changer d'opérateur, etc. Je l'ai senti au bout du téléphone, ça m'a déjà pas inspiré confiance. J'étais pas très à l'aise et donc j'ai objecté beaucoup parce que ça ne m'intéressait pas tout simplement. Donc j'ai dit des choses du genre voilà, ça ne m'intéresse pas, je suis très satisfait avec mon machin, avec mon opérateur et donc la conseillère, je l'ai sentie au téléphone vraiment très agressive, c'est-à-dire oui, vous avez quand même quelques minutes à m'accorder, accordez-moi quelques minutes, votre opérateur rencontre des perturbations dans votre secteur géographique, là. Elle a essayé de discréditer son concurrent plutôt que de mettre en avant vraiment ce qu'elle avait à m'apporter. Vous voyez? Et ça c'est un écueil qu'on peut retrouver souvent, parce que c'est facile de dire l'autre il fait pas bien, moi je fais mieux. Non. Enfin, je veux dire, ça peut marcher, mais sur la majorité des clients, ça ne fonctionnera pas. Et voilà, moi là actuellement, je me sens pas en confiance avec Bouygues Télécom. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est votre opérateur, hein, vous êtes satisfait, tant mieux pour vous. Simplement, la méthode qui a été utilisée là, la méthode qui est employée là, moi, ne m'a pas convaincu. Et donc, je n'ai pas confiance envers Bouygues Télécom actuellement. Et donc dans les prochaines années, je n'irai certainement pas chez Bouygues Télécom.